Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission intitulée Écozone, une émission en lien avec le club écologique de la cité scolaire Édouard Branly, J'ose pour la Terre. Elle abordera tout thème en rapport avec le développement durable. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le Twitter ou le Facebook de la radio. Aujourd'hui, dans Écozone, nous abordons un sujet au cœur de l'actualité qui a fait pas mal de parler lors des élections présidentielles et qui nous préoccupe souvent. L'énergie, et plus particulièrement l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Vous êtes sur Ozone FM 99.7 dans l'émission Écozone. Merci à toute l'équipe d'élèves, techniciens et journalistes qui font aussi les recherches, et à Bastien qui arrange le son et publie les émissions. Tout de suite, le sommaire. Tout d'abord, nous vous donnerons quelques chiffres et faits établis pour la production et la consommation d'électricité du Châtelleraudais. Ensuite, dans le comparatif, nous vous présenterons les avantages et les inconvénients de ces différentes sources d'énergie. Puis, dans un clin d'œil culture, nous vous évoquerons quelques sources auxquelles vous puissiez vous instruire, vous informer, voire vous divertir sur ce sujet. Pour finir, ce sera la minute des réseaux. Et nous citerons les sources utilisées dans cette émission. Pour commencer, un peu d'histoire. Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres sont les premiers à avoir reçu l'électrification dans la région. En 1988, la construction de la centrale de Civaux 1 a débuté. Elle a été mise en service en 1997, Civaux 2 est la plus récente de France. Elle a été mise en service en 2002. Côté renouvelable, le développement de l'éolien est le plus récent dans notre région. Début des années 2000-2010 dans les Deux-Sèvres, quant au solaire, il est surtout laissé à l'initiative individuelle, mais de plus en plus subventionné. Oui, et la production de Civaux équivaut à la moitié de la consommation électrique de Nouvelle-Aquitaine. En 2019, Civaux 1 a même produit à lui seul autant que toute la filière photovoltaïque française. Ces deux réacteurs sont parmi les plus puissants du monde. Le nouvel EPR chinois était le premier. EPR signifie Evolutionary Power Reactor, anciennement European Pressurized Reactor. 1 kW ou kilowattheure, c'est 1000 Wh. Cette unité sert à mesurer la consommation de chaque foyer. Pour se faire une idée, le watt est une unité de mesure qui correspond à la quantité produite en une heure par une machine d'1 watt. Mais combien consomme un Châtelleraudais ? Eh bien, la consommation d'électricité de Châtelleraudais par an est de en moyenne 2,9 kW d'électricité, et il y a deux sources globalement, le nucléaire. L'essentiel de la production d'électricité du Poitou-Charentes provient du nucléaire. La centrale de Civaux produit 11 milliards de kWh. Pour le renouvelable, le pays Châtelleraudais produit en moyenne 7841 MWh d'énergie renouvelable par an. Cette électricité provient des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, mais aussi du barrage hydroélectrique de Châtellerault qui produit environ 10% des consommations d'électricité de Châtellerault. Toujours pour l'hydroélectricité, les barrages de Jousseau, Châtellerault, La Roche et Chardes subsistent notamment parce que, depuis la fin des années 2000, l'État prend conscience de l'importance des énergies renouvelables pour réduire l'impact des énergies sur le changement climatique. Les barrages hydrauliques Châtellerault, Chardes, Jousseau et La Roche produisent 0,112 milliards de kWh. Le parc photovoltaïque des Brandes de Quinchamp, à Senillé, a produit depuis 2018 13 GWh par an. C'est l'équivalent hors chauffage de la consommation de 7200 habitants. Et est désormais doté d'une batterie de stockage de 2,5 MW. Les objectifs sont d'atteindre 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et 100% d'ici 2050. On voit qu'il y a du chemin à faire. D'autre part, la France espère injecter 30% de gaz dans les réseaux régionaux d'ici 2030 et devenir exportateur de gaz vert en 2050. Actuellement, ce sont les données 2020, la part du nucléaire est de 67,1%, l'hydraulique compte pour 13%, l'éolien représente 7,9%, le solaire 2,5% et les bioénergies 1,9%. Avant de comparer les deux grands types d'énergie, regardons ce qui consomme le plus. D'abord, il semble que la consommation d'électricité en France commence légèrement à baisser grâce aux mesures d'efficacité énergétique et se stabilise, plus ou moins depuis 2010. On parlait tout à l'heure d'1 kWh, mais qu'est-ce que ça représente ? Alors dans le salon, avec 1 kWh, on peut regarder la télévision entre 3 et 5 heures selon la taille et la technologie de son téléviseur.
On peut aussi lancer son lecteur DVD ou son décodeur en marche pendant une semaine. Par contre, on ne peut jouer qu'une seule journée avec sa console de jeu très gourmande en électricité. Dans la cuisine, avec 1 kWh, on peut faire fonctionner son réfrigérateur combiné pendant une journée et son congélateur de 200 litres pendant 2 jours. On peut aussi cuire un poulet au four à pyrolyse et faire fonctionner une plaque vitro-céramique ou un four à micro-ondes pendant 1 heure. Enfin, dans la salle de bain, avec 1 kWh, on ne fait pas grand-chose. En effet, il faut 2 kWh pour prendre une douche et 4 kWh pour prendre un bain. Maintenant, voyons les avantages et inconvénients des énergies autres que fossiles. En France, nous utilisons beaucoup le nucléaire, qui a suscité des oppositions dans les années 80, et on en parle de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord parce que certaines centrales sont vieillissantes et que les coûts de leur maintenance et de la modernisation du réseau sont répercutés sur les factures des ménages, et surtout parce que les déchets restent radioactifs pendant des centaines d'années et sont compliqués à gérer. En outre, on peut lire sur l'article « Sortir du nucléaire 72 » que son impact sur les cours d'eau et même les réseaux d'eau potable est loin d'être anodin. En effet, des mesures récentes et locales à Châtellerault notamment montrent que l'industrie nucléaire rejette bien plus que l'on en pense de produits radioactifs tels le tritium, des produits chimiques incluant aussi des minéraux et métaux plus ou moins lourds, et ces eaux polluées qui ont servi à refroidir les réacteurs réchauffent les eaux des cours d'eau. Cela nuit à la vie qu'ils abritent et très probablement à la santé humaine. Néanmoins, sa part dans la production d'électricité en France est prépondérante. Il paraît difficile de s'en passer à court terme au regard de son ACV de 4 kg de CO2. Tu peux expliquer ce qu'est l'ACV, s'il te plaît ? L'ACV, analyse du cycle de vie, c'est un outil d'évaluation environnementale d'un système, quel qu'il soit. Il est basé sur des critères d'analyse de flux entrants, consommation d'énergie, extraction des matières premières, et de flux sortants, émissions gazeuses, traitement des déchets. Oui, sachant que l'eau est, après l'air, l'élément le plus précieux que nous avons fait face cet été 2022 à des incendies sans précédent et à des pénuries d'eau inédites, qui risquent fort de se reproduire chaque année, il est temps de se poser de bonnes questions. On parle beaucoup de l'éolien aujourd'hui. Il provoque des oppositions alors qu'on dit qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre et n'utilise pas d'énergie fossile lors de son utilisation, alors pourquoi ? Parce qu'il ne fonctionne que à 75 ou à 95% du temps, qu'il coûte cher à l'installation, qu'il produit peu et qu'il demande beaucoup de maintenance, ce qui ne le rend pas rentable pour l'instant pour les petites et moyennes entreprises. C'est pour cela que 6 parcs éoliens en mer sont en cours de développement car le vent y est plus puissant. De plus, il a un impact visuel important sur les paysages et un impact écologique sur la faune et notamment les oiseaux ou les chauves-souris, surtout sur des projets très controversés d'éoliennes de 200 mètres de hauteur, comme ceux de la vallée de l'Ozon dans les communes près de Châtellerault. Par ailleurs, il produit tout de même du CO2 et des déchets lors de sa construction, acier, matériaux, composites et électroniques. Il faut savoir qu'un mât nécessite entre 25 et 40 tonnes d'acier. Les matériaux utilisés sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, il faut prévoir la réalisation des infrastructures routières pour effectuer le montage de la maintenance de l'éolienne. Toutefois, ces points négatifs sont contrebalancés par la durée d'exploitation comprise entre 20 et 25 ans et un recyclage de 90% de la structure. À ce jour, seules les pales en matériaux composites ne disposent pas d'une filière de recyclage. Le solaire n'émet aucun CO2 et semble avoir le meilleur rendement. Il est aussi très apprécié des particuliers ou petites entreprises car peut être installé soi-même avec des kits de pratique. Il ne prend pas beaucoup de place et fonctionne même par temps de pluie, avec une production moindre que quand la luminosité est plus importante bien sûr. Toutefois, le procédé de fabrication des panneaux solaires affecte le sol et l'eau. Si les panneaux voltaïques ne contiennent pas de terres rares, les cellules voltaïques sont issues de la transformation de la silice en silicium cristallin. Pour ce faire, cette étape requiert encore des besoins en énergie très élevés. À ce premier inconvénient, et d'après la CNRS, s'ajoute un usage intensif de produits chimiques, 45 g d'acétone, peroxyde d'hydrogène, d'ammoniac, acide sulfurique, etc. pour une cellule photovoltaïque d'une surface de 1 cm².
Plus aberrant, on utilise aussi de l'eau ultra pure pour nettoyer les wafers. Le processus de fabrication des panneaux solaires est complexe et l'impact sur l'environnement pose un véritable problème. Principalement en Chine où sont fabriqués 70% de panneaux photovoltaïques. Malgré ce sombre tableau, il faut noter que la réalisation de wafers nécessite aujourd'hui 6 fois moins de silicium qu'il y a 20 ans. D'autre part, une fois installé, un panneau photovoltaïque assure une production solaire d'électricité entre 25 et 30 ans et nécessaire peu de maintenance. Il bénéficie aussi d'un bon retour énergétique, entre 1 et 1,5 années selon la région et de son installation. Cependant, sa puissance diminue de 10% au bout de 10 ans et l'analyse du cycle de la vie, ACV, des panneaux photovoltaïques est de 48 G, CO2 équivalent à kWh. On peut donc mieux faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, solaire et éolien utilisent des ressources qui se raréfient. Le cuivre, qui est absolument nécessaire pour développer les réseaux électriques et y intégrer les productions solaires et éoliennes, des terres rares comme le néodyme, qui sont utilisées pour fabriquer des aimants puissants dans lesquels les moteurs électriques des éoliennes et les véhicules ne fonctionnent pas. Il y a aussi l'hydraulique, qui n'émet presque aucun gaz à effet de serre, mais on ne peut pas installer de barrages partout. Ils peuvent poser des problèmes environnementaux importants et leur modernisation doit être réfléchie afin de ne pas causer de nouvelles pollutions. Certaines innovations impactant moins l'environnement sont à l'étude, notamment en utilisant l'énergie des vagues ou la pression de fond de la mer. Notons au passage que la seule usine marémotrice du monde, celle de la Rance en France, a un impact trop important. Sur les cours d'eau, l'hydraulique est la première source d'énergie renouvelable dans la production d'électricité, 11,2%. C'est également la deuxième source d'énergie en France. Pendant leur phase d'exploitation, les centrales hydrauliques de le lac Steppe ne consomment pas de ressources naturelles, avec une durée de vie de 40 à 50 ans pour les équipements et près de 100 ans pour les barrages de retenue. Cette source d'énergie affiche de loin le plus faible taux d'émission à gaz à effet de serre, 4 grammes CO2 équivalent kWh. On parlait du gaz tout à l'heure et un espoir d'avancée réside dans la méthanisation qui produit un gaz vert décarboné, donc qui n'émet pas de CO2, à partir de déchets, de résidus de culture ou d'effluents d'élevage. Elle ne laisse aucun résidu car ils sont utilisés pour fertiliser ou amender les sols. L'empreinte carbone est de 23,4 grammes CO2 équivalent kWh. Pas mal. Et oui, il faut rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique est cruciale et on sait que l'effet de serre anthropique, autrement dit produit par l'homme, est surtout causé par l'utilisation des énergies fossiles, qui produisent entre 467 et 1001 grammes, 1 kg, CO2 équivalent kWh. L'ACV du pétrole est de 840 grammes. On voit bien qu'à moins de consommer moins, c'est compliqué. Bon, tout le monde l'aura compris, l'énergie que nous ne consomme pas est aussi celle qui pollue le moins, et qui a le moins d'impact sur la planète. Au-delà de la crise liée à la guerre en Ukraine, on comprend mieux les enjeux de la transition énergétique. On se sent encore plus concerné quand on sait que les coupures de courant et d'eau pourront arriver cet hiver. Et on s'explique plus clairement que le gouvernement appelle à rentrer collectivement dans une logique de sobriété et prépare un plan pour y arriver. Mais que peut faire le consommateur lambda qui n'est ni ingénieur ni bricoleur ? Tout d'abord, être plus économe et en énergie, quelle que soit sa provenance, s'informer et relayer l'information pour agir et faire agir les pouvoirs publics et se former peut-être pour être à la fois plus vertueux au niveau de sa consommation énergétique et plus autonome car des solutions utilisant certaines énergies renouvelables existent. Nous vous invitons à consulter le site de l'ADEME pour savoir comment ou celui du scénario Négawatt. On trouve aussi des conseils pratiques sur le site d'Oreca. Ah oui, mais cela veut aussi dire qu'il faudrait mettre la pédale douce sur les usages numériques et notamment sur le visionnage de vidéos. Vous ne le saviez pas ? En effet, une heure de streaming correspond à environ 100 grammes équivalent CO2. C'est vrai que c'est environ 2 fois moins que la respiration humaine, mais elle nous est vitale. Quand vous regardez de la vidéo sur votre box ou sur votre ordinateur pendant une heure,
Cela représente l'équivalent des émissions d'un ventilateur de 75 watts utilisé pendant 6 heures en Europe. Bref, multiplié par le nombre d'usagers de TikTok, YouTube, Netflix, Amazon, etc., cela représente plus que l'aviation civile, ça paraît fou. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Aujourd'hui, dans le Clin d'œil Culture, nous vous recommandons Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive. C'est un pavé drôle et pédagogique sur 120 pages du célèbre Jean-Marc Jancovici et de l'illustrateur Christopher Ballan, indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout simplement. Il y a aussi Au cœur de Fukushima, un manga en 3 tomes de Tasuta Kazuto qui relate l'après de la catastrophe nucléaire qui a eu lieu au Japon en 2011. Si le nombre des victimes n'a cessé de croître après le tsunami qu'elle a déclenché, isoler et démanteler les installations va encore prendre une 30aine d'années. Pour les filles et les garçons aussi, on a lu Copelion, un manga du scénariste Tomonori Inoue, dont l'action se situe en 2036 après un accident nucléaire au Japon. Les héroïnes sont des lycéennes qui sont immunisées contre les radiations parce qu'elles sont génétiquement modifiées et qui sont missionnées par une organisation gouvernementale pour sauver les survivants. Plutôt cool, sauf si ça arrivait en vrai évidemment. On a trouvé aussi le jeu de société Megawatt, où chaque joueur doit développer son réseau électrique en choisissant ses sources d'énergie, pétrole, électricité, nucléaire, etc. Et c'est une traduction française d'un jeu allemand appelé Funkenschlag. Un autre jeu vidéo cette fois a l'air sympa, Echo par l'éditeur Loop Games, où les joueurs doivent construire une civilisation sans détruire l'écosystème. Il est apparemment incroyablement réactif. C'est maintenant l'heure de la minute des réseaux. Sur Twitter, le twitto La Voix du nucléaire nous explique en temps réel quels sont les réacteurs qui redémarrent, car un certain nombre étaient à l'arrêt pendant l'été. Comme chaque année depuis 40 ans, on découvre que certaines centrales étaient arrêtées pour vérifier s'il y a des signes de CSC, autrement dit, la corrosion sous contrainte. Comme ça peut rouiller une centrale ? Sur Indeed.com, plusieurs emplois dans la Vienne dans le domaine des énergies renouvelables, ça du surveillant de travaux au commercial en passant par les techniciens de maintenance. Préparez vos CV. Sur YouTube, On aime, Monsieur Bidouille réalise des vidéos et reportages sur divers sujets autour des énergies nucléaires, renouvelables et de l'ingénierie en général. C'est très bien expliqué, vraiment pédagogique. C'est la fin de l'émission. Elle a été réalisée grâce au site de la NR, d'EDF, d'Engie et de l'Agence Électricité France, de l'Observatoire de l'Environnement, du site gouvernemental de la Nature, le site du ministère de la Transition écologique, actuenvironnement.com, roucheenergie.fr, Futura Planète, le site de l'ADEME, le site Sortir du nucléaire 72, le site de Negawatt, le site de Eureka. Les musiques vous sont proposées grâce à Magic Deluxe, auboutdefil.com. Au revoir à tous et à la prochaine.